Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir. Le spectacle La Pastorale que vous venez de créer est le fruit d'une commande pour fêter les 250 ans de la naissance de Beethoven. Ça n'a pas l'air de vous déplaire de créer à partir de la musique. Bah, non, parce que bon, pour moi, la musique est une source vitale et aussi une source d'inspiration. Bon, j'ai fait de nombreux ballets sur différents compositeurs parce qu'à chaque fois, ça permet d'accéder à de nouveaux univers. Beethoven, c'est la troisième fois et quand Bonn m'a proposé, bah forcément, c'était un honneur puisque c'est la ville de naissance de Beethoven. Donc, être là pour fêter son anniversaire, c'est plutôt plaisant. Est-ce que toutes vos chorégraphies démarrent à partir de la musique? En règle générale, oui. Parfois, il y a eu des thèmes comme bon, la précédente, c'est-à-dire Marie-Antoinette, qui là était une commande de l'Opéra Royal de Versailles. Donc le sujet, c'était Marie-Antoinette. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver une musique adéquate. C'est vrai qu'on sent que vous êtes très attaché à la musique, jusqu'à choisir l'interprétation de l'œuvre que vous voulez utiliser pour danser. Oui, parfois. En fait, ça c'est un phénomène curieux. Bon, j'ai beaucoup de disques à la maison. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que l'inspiration, je la tire de l'enregistrement que j'ai à la maison. Mais par acquis de conscience, souvent, j'en achète plein d'autres. Et souvent, je reviens à l'enregistrement initial. Mais bon, c'est pas vrai de tout, mais en règle générale, je procède comme ça. Parce que d'une interprétation à l'autre, moi je ferai un ballet tout à fait différent. Et c'est le problème qu'on peut rencontrer parfois lorsque le ballet passe de l'enregistrement à la fosse. Là, si le chef ne suit pas vraiment l'inspiration de la direction précédente, quelquefois il y a des effets qui partent parce que moi je les ai tirés de la musique. Et puis, il suffit qu'une trompette sonne plus fort et donc ça me donne quelque chose. Si elle sonne faiblement, d'un coup, il n'y a plus l'effet. Mais voilà, c'est juste des choses techniques. Est-ce qu'un jour vous avez été attiré par faire de la musique, par être interprète, par être musicien? Personnellement, j'ai fait du solfège, j'ai un an de piano. Mais mes parents n'avaient pas d'argent pour acheter un piano. On est dans un petit village de l'Eure qui s'appelait Saint-Marcel. Et il y avait un piano à la mairie. Il fallait aller à la mairie et c'est comme ça que j'ai commencé la danse. Mes parents pensaient que ça coûterait moins cher, ils se sont trompés. C'était une de mes questions qui arrive un peu plus tard sur l'origine de la danse. Comment vous avez commencé à danser? En voyant la danse à la télévision, comme quoi ce serait bien qu'il y ait de la danse aux heures de grande écoute. Et seuls mes grands-parents avaient un poste de télévision. Et j'ai tanné mes parents. Je pensais qu'on pouvait apprendre la danse en regardant la télévision. Il n'y avait pas de télé à la maison. J'ai demandé à mes parents qu'ils achètent la télévision. Ils l'ont acheté. C'était une époque troublée comme aujourd'hui, c'est-à-dire en mai 68. Et il y avait rien à la télé. Et c'était mon grand désespoir. Et entre-temps, moi, j'avais appris le piano. Et puis, il se trouve que la femme d'un collègue de mon père venait donner des cours de danse dans le village où on habitait. Et puis, ils ont mis, je suis l'aîné de 6, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient à la danse, sans savoir que c'était sans doute mon vœu le plus cher. Et donc j'ai commencé ainsi à 9 ans. Il y a un film qui est assez connu dans le grand public, c'est Billy Elliot. Oui. Vous, c'est un peu l'opposé finalement par rapport à ce film. Bah, c'est-à-dire que moi, ça s'est fait, je ne sais même pas ce que j'ai vu à la télévision. Après, Billy Elliot, ça a été un film formidable pour favoriser des vocations, à la fois pour les parents, d'accepter que les garçons fassent de la danse, et puis pour plein de petits garçons. Je me souviens que Claude Bessy, qui à l'époque dirigeait l'école de danse, avait pu observer que d'un coup, il y avait une augmentation des inscriptions pour les garçons. Vous puisez sans cesse dans les trésors du passé, musique, contes, chorégraphie, mythologie, littérature. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce grand patrimoine? D'abord, j'essaie toujours de voir, j'aime l'histoire, parce que l'histoire, elle permet de comprendre pourquoi on est ainsi aujourd'hui. C'est pas seulement une vision passéiste. Et à travers les sujets qu'on peut traiter, j'aime bien aussi voir le lien qu'il y a avec aujourd'hui, ou en tout cas, comment il me parle à moi. Je pourrais rien faire si j'arrive pas à m'identifier au sujet.
Par exemple, si on parle de Marie-Antoinette, c'était très compliqué pour moi parce que je n'arrivais pas à lui trouver de l'intérêt. Par contre, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à Louis XVI. Et Louis XVI m'a aidé à comprendre Marie-Antoinette et puis à me sortir de l'affaire. Donc en fait, j'ai besoin, même si je puisse dans le passé ou dans un mythe ou quelque chose, j'ai besoin qu'il fasse écho en moi. C'est un peu égoïste, mais c'est comme ça. Mais pendant toute votre carrière, vous avez eu besoin de garder le fil avec ce passé, avec cette histoire? La carrière de chorégraphe, oui, parce que bon, quand j'ai commencé la chorégraphie à 23 ans et à 26 ans à faire la compagnie. Et bon, moi, j'avais une expérience de danseur avec danser des ballets du répertoire classique. J'avais dansé von Manon, Kilian, Béjart, Roland Petit, des choses très diverses. Mais quand j'ai commencé la chorégraphie, tout de suite, on m'a étiqueté donc, de néoclassique. Et à dire vrai, je ne savais pas trop ce que ça voulait signifier, parce que je ne m'étais pas trop intéressé comme danseur à l'histoire de la danse. Je la vivais au présent et puis c'est tout. Et donc, quand j'ai été catalogué, bah, j'ai essayé de savoir d'où je venais. Et c'est comme ça que je me suis intéressé de plus en plus à l'histoire. Et quels sont les grands chorégraphes qui vous ont inspiré? Comme chorégraphe, je dirais bon, la magie de Jerry Kilian. Pour moi, si Dieu existe, c'est lui. Ça va être simple. J'adore la fantaisie de Marc Maurice. C'est-à-dire, son humour, et puis c'est un musicien de première classe. Et j'aime l'ironie et tout ce qui se dégage de Hans Manon. Et ça a été au départ Kilian et Hans Manon. J'ai découvert Marc Maurice bien plus tard. Mais j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec ce que j'essaye de faire. Voilà. Donc vous n'avez jamais voulu casser avec l'histoire de la danse? Non, parce que bon, ça a été compliqué d'évoluer, de grandir ainsi, mais disons que je ne voyais pas la raison. Et puis, pour moi, c'était pas. Je voulais pas être opportuniste, c'est-à-dire j'ai jamais voulu faire ce qu'on attendait. C'est-à-dire que même si ça a été compliqué de faire ce que je sentais, mais j'ai jamais voulu faire de concessions à ce qu'on attendait. Mais je suis un têtu, donc c'est peut-être pour ça. Je n'en sais rien en fait. Vous dites que pour savoir qui vous êtes, pour savoir où vous allez, vous avez eu besoin de vous plonger dans cette histoire. Pourquoi exactement? Parce qu'à travers l'histoire, je me suis aperçu que rien ne change. C'est-à-dire que la danse dans notre pays a toujours autant de peine d'exister, et que la modernité, elle est celle d'un jour et que le lendemain, il s'agit d'une autre, et qu'en même temps, il y a des chorégraphes que la plupart ont suivi leur chemin, que la danse classique, ce n'est pas un langage désuet, que ça fait 3 siècles qu'il s'enrichit, à la fois au niveau du vocabulaire et au niveau des préoccupations, que chaque chorégraphe tente d'être actuel. Et que donc ma démarche, elle n'a strictement rien d'original. Elle suit seulement ce qu'ont fait mes aînés, et mes aînés des deux sexes aussi. Parce qu'en étudiant l'histoire, je me suis aperçu que la légende voudrait qu'il n'y ait pas de chorégraphe femme, et il y en a un paquet. Il suffit juste de se pencher pour les découvrir. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse aussi dans l'histoire, c'est que c'est avant tout une histoire d'humanité. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de date, c'est que les chorégraphes, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, ils souffraient de la même façon pour exister. Et moi, c'est ça qui me fascine. Mais vous aimez quand même bien jouer avec l'humour, avec l'ironie, même vis-à-vis de cet héritage? Oui, je joue avec, mais je pense que les autres faisaient ainsi, c'est-à-dire qu'ils apportaient leur innovation, puis en même temps, bah, ils s'appuyaient sur le passé. Après, il y a des chorégraphes d'exception qui peuvent d'un coup tout inventer, tout révéler, mais ça, c'est un génie particulier et c'est pas le mien. Donc, et vous pensez à qui en particulier, bah, pour vous? après, je dis ça pour la forme, je dirais plutôt, parce que dans le fond, je pense qu'il n'y a pas de phénomène de génération spontanée. C'est-à-dire que si on cherche, bon, par exemple, on va prendre quelqu'un qui a pu, non pas s'illustrer ici, mais s'illustrer avant que Chaillot soit Chaillot. Je pense à Isadora Duncan. Bon, dans les histoires, elle paraît comme un phénomène comme ça. Bon, 30 ans avant, 40 ans avant, il y a des hommes et des femmes qui sont penchés sur les mêmes questions. Et je pense toujours que l'un emprunte à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a... oui.
Cette danse classique est très exigeante, elle demande beaucoup d'abnégation, elle peut être vécue quelquefois comme des moments, enfin comme un moment difficile, elle demande des sacrifices. Donc, est-ce que ça pourrait justifier que certains chorégraphes aient voulu un petit peu couper avec ça? Bon, je veux dire que la danse classique, elle exige des sacrifices, mais toute passion exige des sacrifices. Et puis, quand on est passionné, en fait, ces sacrifices, ils n'ont pas lieu. C'est-à-dire que, donc, je sais pas, par exemple, pour l'enseignement, on préserve beaucoup les enfants en leur disant de ne pas trop faire, pas trop souffrir. Et les enfants, ils ne demandent que ça. C'est-à-dire que ça, c'est des raisonnements pour moi de l'extérieur. C'est-à-dire qu'un gymnaste ou je sais pas, un champion olympique qui fait du saut en hauteur, bon, c'est absolument ridicule de vouloir sauter 5 cm plus haut. Et pourtant, il y a des gens qui vouent leur vie à ça et qui ont mal aux jambes pour ça, quoi. Et donc ça ne s'explique pas. Et je pense que ce n'est pas parce que les gens ne comprennent pas qu'ils doivent empêcher, pour X raisons, ceux qui sont passionnés d'agir, quoi. Mais vous-même, vous avez eu des moments douloureux quand vous avez, vous dites quand vous avez interprété l'Estro Armonico de Gianfranco, Oui. c'était... Oui, bah, c'est parce que forcément, bon, dans ces métiers-là, il y a des moments où le moral, mais comme dans toute vie humaine, il y a des moments où le moral est au beau fixe et d'autres plus ternes. Puis, donc, en effet, Estro Armonico, c'est un ballet qu'on dansait à Nancy de Gianfranco. Et c'était un ballet physiquement très éprouvant, très classique et très exigeant. Ça allait à toute vitesse. Et on le faisait beaucoup. Et effectivement, un soir, j'ai fait tous les passages en larmes, parce que j'en pouvais plus, une sorte de burn-out, on dit aujourd'hui. Mais bon, ça n'a pas empêché de le faire. Et donc, à l'âge de 30 ans, vous décidez de créer votre compagnie. Comment est-ce qu'on passe de danseur à chorégraphe? Alors c'était un peu plus tôt, c'était à 26 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'au Ballet de Nancy, bon, j'ai toujours été quelqu'un, on dansait beaucoup, on se produisait beaucoup, mais j'étais quelqu'un de très actif. Personnellement, je me destinais à être décorateur dans le théâtre. Donc je prenais depuis 2 ans, 3 ans des cours de dessin par correspondance. Et un jour, dans un magazine de danse, il s'agissait des saisons de la danse qui n'existent plus. J'ai vu qu'il y avait un concours de chorégraphie qui s'intitulait le prix Volinine. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer de faire une chorégraphie? Et donc j'ai demandé à des collègues, 6 collègues en l'occurrence, s'ils voulaient travailler en plus. Et on a fait ce ballet qui était sur un quatuor de Guillaume Lequeux. Et on a eu le premier prix. L'année d'après, j'ai vu qu'il y avait un concours en Suisse. Et donc après Maggie Marin, c'est le concours de Nyon. Et après Maggie Marin, j'ai fait un ballet sur la sonatine de Stockhausen et j'ai eu le premier prix. Et la troisième année, j'ai demandé si je pouvais refaire le Lyon. Ils m'ont dit oui, mais avec un troisième ballet. Donc j'ai fait un extrait du concerto pour violon de Britten et j'ai eu encore le premier prix. Et donc les danseurs qui dansaient m'ont dit, puisque tu gagnes tout le temps, pourquoi tu ne deviens pas chorégraphe et pourquoi on ne fait pas une compagnie? Moi, j'avais un rêve, c'était rentrer chez Kylian. J'ai dit, s'il ne me prend pas, ok, on fait une compagnie. Il ne m'a pas pris, sans doute a-t-il eu raison. Et on a quitté Nancy à 8 et ça fait maintenant 33 ans. Oui, donc vous aviez une âme au fond de créateur. Des fois, le destin, il s'accomplit malgré vous. Je peux juste dire ça parce que finalement, la chorégraphie, je suis dedans, mais ça n'a jamais été mon choix. C'est incroyable. Oui, ça peut paraître incroyable, mais honnêtement, je ne fais pas du cinéma, je le vis comme ça. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui sont très enthousiastes avec ce métier-là. Moi, je ne l'ai jamais vraiment été. C'est-à-dire qu'au début, oui, j'ai fait, comme j'avais toujours gagné, c'était un peu comme la chance du gagnant. Et puis, je créais, c'était un jeu. Et après, quand j'ai vu la pression que c'était, et ça fait longtemps que je l'ai subi, pour 1000 raisons, il y a celle qu'on s'inflige à soi-même, depuis... c'est plus vraiment un plaisir, mais ça c'est une affaire personnelle. C'est-à-dire que plus on grimpe, plus on essaie d'être exigeant avec soi-même, et plus on se pose de questions, et plus on a le sentiment de rien savoir. Et donc c'est un peu compliqué à vivre, mais c'est ainsi. Et donc, comme vous disiez au début, vous restez très ouvert et curieux sur la musique. Est-ce que c'est le cas aussi sur d'autres arts vivants, comme les arts visuels, la peinture? Oui, un peu. Je dirais seulement un peu. Je suis pas quelqu'un qui va dévorer les expositions. C'est parce que j'ai besoin que les choses naissent de moi, et puis ou qu'elles me soient données, peu importe. Et après, les choses s'imbriquent d'elles-mêmes. Alors, bon, je suis curieux, je lis, je regarde des choses. Mais disons que, ouais,
c'est une vocation un peu en creux, c'est-à-dire que je suis pas, c'est un peu compliqué à expliquer, mais Au début, lorsque vous avez créé votre compagnie, même si vous avez eu beaucoup de prix, de premiers prix, est-ce qu'il y a eu quand même des moments difficiles ah oui, longtemps. Longtemps, je dirais jusqu'à la création du centre chorégraphique de Biarritz, et même les premières années, ça a été compliqué. Maintenant, arrivant sur le tard, bon, je pense que j'ai fait ma place, mais c'est compliqué. Mais en même temps, je dirais, et ça c'est l'histoire qui me l'enseigne, ça a toujours été compliqué pour les chorégraphes français. À aucune époque, je m'amuse souvent à dire, parce qu'on a une vision un peu fausse de la danse, c'est vrai que la danse française est depuis longtemps présente en Europe, dans l'Europe et dans le monde entier aujourd'hui. Et on pense toujours que c'est l'État qui a envoyé ses émissaires. Et en fait, non, ces émissaires, si Marius Petipa, par exemple, il a auréolé le ballet russe pendant si longtemps, c'est parce qu'il n'avait pas de travail en France. C'était pas, et tous les chorégraphes français qui ont été à l'étranger, c'est parce qu'ils n'avaient pas de travail en France, c'est rien d'autre. Finalement, on vous a étiqueté néoclassique, c'est pas vous qui avez choisi cette appellation? Non, c'est-à-dire maintenant, je l'ai adopté. À dire vrai, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que le terme lui-même, il a été approprié au travail de Serge Liffard. C'est lui qui a songé à ce terme, parce qu'il vivait entouré de peintres et tout ça, où chacun avait créé son courant. Et pour être bien inscrit dans son temps, il fallait qu'il nommer, c'est exister. Et donc, comme il avait un ego aussi démesuré, un talent équivalent, mais il fallait qu'il soit le porte-parole d'un courant. Donc, c'était néoclassique. Après, ces inventions, il l'a inventé comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on dit souvent la 6e, la 7e, les décalés, tout ça. En fait, je pense surtout qu'on ne sait rien de ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que, bon, on ne sait rien parce qu'il y a peu de sources, il y a quelques photos, il y a quelques par exemple, dans la presse, on décrivait rarement les ballets, même les grands ballets du 19e, même Gisèle, il y a peu de descriptions. C'est-à-dire que la presse ne s'intéressait pas beaucoup à la technique pure, même à la mise en scène, donc on sait très peu. Mais bon, moi, je m'intéresse beaucoup à une femme qui s'appelait Mariquita, qui a dirigé le ballet de l'Opéra Comique pendant 20 ans, qui de surcroît était algérienne, donc, et sachant que l'Opéra Comique, c'était la deuxième troupe après l'opéra. Et il existe quelques documents d'elle. Bon, par exemple, il y a des documents où avant l'après-midi d'un faune, c'est-à-dire elle fait des ballets de profil où ces danseuses sont en académique noire. Alors, par exemple, les historiens vont dire que c'est Léon Bax qui a inventé en 1912 le premier académique pour Nijinsky. C'est pas vrai. Bien avant, dans les opéras de Gluck, Mariquita faisait des divertissements en académique et en faisant danser ces danseuses de profil. C'est pareil, comme les fameux décalés de Balanchine. Moi, j'ai une photo d'un ballet de Mariquita où elle est, quand je dis décalé de Balanchine ou de Liffard, la danseuse est dans une 4e et elle n'aurait pas un costume daté où on pourrait penser que c'est une danseuse de Balanchine. Donc, je pense qu'il faut se méfier, faut se dire surtout qu'on ne sait rien. Et donc, pour moi, le néoclassique, à part cette invention d'un courant qu'a fixé Serge Liffard, ça n'existe pas ou alors c'est un état permanent. Parce que le souci de chaque chorégraphe, quand il a une conscience, c'est de se dépasser. Et donc, emprunter aux innovations des moments pour avancer. Donc, pour moi, la danse classique, elle a été néoclassique depuis le début. Mais comment vous expliquez qu'à un moment, à l'après-guerre, il y a eu cette rupture qu'il y a eu dans les autres arts aussi, d'ailleurs, c'était pas que dans la danse, de dire le passé c'est bien joli, mais c'est peut-être ringard et maintenant on va faire quelque chose de plus moderne. On a vu ça dans la musique aussi, une espèce de table rase presque du passé. Je pense que déjà, évidemment, les conflits, je pense les conflits guerriers, toutes les époques troublées, forcément, les gens se posent des questions. Mais en même temps, personnellement, hein, je ne crois pas à des ruptures. Je pense qu'il nous manque surtout des chaînons. Mais par exemple, j'ai plus son nom, mais bien avant Isadora Duncan, il y a une espèce de lady anglaise comme ça qui était folle d'antiquité gréco-romaine et qui se produisait dans des cadres dorés
et elle prenait des postures antiques, 30 ans avant Duncan. Donc on va dire par exemple que Duncan, elle amène une rupture. Elle amène rien du tout. C'est simplement les intellectuels qui souvent ignorent beaucoup de choses, qui d'un coup, puis c'est la médiatisation, c'est-à-dire Duncan, elle est américaine, c'est super exotique. Et il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, il y a une histoire officielle dans notre pays qui est souvent mensongère, parce qu'elle sert toujours les intérêts de quelques-uns. Et par exemple, il y a une histoire de la danse, elle est basée essentiellement sur l'Opéra de Paris. On ne s'occupe jamais de ce qui s'est fait en province, comme aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors que, pour moi, l'Opéra de Paris n'a jamais été un exemple. C'est-à-dire, par exemple, ça m'amuse beaucoup quand on voit le slogan 250 ans de modernité, c'est une vaste rigolade. Pourquoi? Parce que du temps de l'Opéra de Paris, il y avait la Gaîté, la Porte Saint-Martin, le Châtelet, tous les théâtres dits secondaires, qui étaient des théâtres privés, même si la gestion de l'Opéra de Paris était assez compliquée. Mais c'était des théâtres privés où ils devaient faire venir le public et donc attirer sans cesse par la nouveauté. Dans les années 20, il y a tous les music halls où il faut absolument être performant, innovant pour attirer le public. Donc en fait, par exemple, Gisèle à l'Opéra de Paris, c'est un grand moment de la danse. Mais Coralie, avant de faire Gisèle, il travaillait à la Porte Saint-Martin. Des ombres en tutu blanc, on en a déjà vu bien avant. C'est-à-dire que Marikita, par exemple, elle a travaillé pas très loin d'ici avec un mec qui s'appelait Eugène Frey, qui était un photographe, un décorateur, et qui a inventé des projections. C'est-à-dire qu'il se servait d'un cyclo comme aujourd'hui, qui était enduit d'huile pour être transparent. Et sur des grandes plaques de verre, il projetait des paysages. Il arrivait à faire neiger, pleuvoir, faire des couchers de soleil. Elle a fait 2 ballets au Palais de la Danse, donc pas très loin d'ici, en 1900. Ça arrive à l'Opéra de Paris, dans les décors d'opéra, vers 1907. Et c'est déjà en fonction à Monte-Carlo bien avant. Donc en fait, l'Opéra de Paris, il a toujours été à la traîne. Donc moi, je trouve que ce serait bien un jour qu'on se penche véritablement sur l'histoire et démonter tout. Et on va s'apercevoir qu'il n'y a pas forcément des gens qui innovent d'un coup. C'est un processus lent. Et on s'observe les uns les autres et on dit tiens, finalement, ça, c'est pas mal et on va le modeler d'une autre façon. Ça se passe comme ça. Et ça, vous l'avez découvert au fur et à mesure? Ça n'a pas été une révélation? Bon, il y a le travail que j'ai fait pour comprendre d'où je venais. Et puis, finalement, c'est anecdotique, mais ça a en même temps son importance. Quand on était arrivé à Biarritz, je me suis rendu compte que cette cité balnéaire, toutes les célébrités, que ce soit du chant, du théâtre, enfin, ils sont passés. Ils ont soit vécu ou ils sont passés pour se produire. Et en fait, pour mettre en lien la ville avec la danse et puis le public, je me suis amusé Bon, on a un journal dans lequel chaque trimestre, depuis maintenant, on arrive au numéro 80, depuis 20 ans, je consacre un article sur une personnalité de la danse qui est passée par Biarritz ou qui a vécu. Alors au début, j'ai fait les grands, c'est-à-dire Loy Fuller, Duncan, Fokine et tout ça. Puis après, j'ai épuisé ça. Et il a fallu chercher. Et en cherchant, j'ai découvert plein de chorégraphes, hommes, femmes, danseurs, que j'ignorais complètement. Et d'un coup, tout un paysage de gens s'est révélé à moi et que j'essaye de révéler aux autres parce que là, en ce moment, je suis sur un garçon. Pour le prochain, c'est anecdotique, mais à l'opéra, avant la Première Guerre mondiale et après, il y a 2 frères. Le premier est très connu, il s'appelait Gustave Ricot, il était premier danseur. C'était un des grands pédagogues français qui a remis à l'honneur la danse masculine à une époque où elle était mis en coulisses. Et puis il avait un frère qui s'appelait Ernest, qui est un peu plus jeune que lui, qui a participé au Tour de France, qui était champion de boxe, tout en dansant à l'opéra. Et qui est venu à Biarritz avec un autre danseur de l'opéra et de faire un ballet qui s'appelait Rugby. Voilà, des fois, je découvre des perles comme ça. Et le dernier journal, j'ai fait sur un homme qui s'appelait Robert Quinault, qui était aussi de l'opéra, qui a quitté l'opéra pour aller au music-hall. Lui, par exemple, dans les années 20, exactement en 22, pour Pathé, il filme une chorégraphie qu'il a réalisée. Mais pour ce film-là, pour la première fois, on expérimente le ralenti. Donc le début du film, il a un ralenti qu'on connaît des films muets. Mais la fin du film, c'est encore plus lent que... Pardon, je me trompe. La première partie du film, c'est en accéléré. Et la deuxième partie, c'est un rythme un peu comme nos films d'aujourd'hui.
Et après, dans la presse, il dit oui, bon, qu'il est fier, il était un peu embêté de faire ça, mais en même temps, il se dit que ce serait utile d'ouvrir une salle de cinéma à l'opéra pour l'école de danse, parce que comme ça, les élèves pourraient voir leurs défauts. Et on est dans les années 20. Et quelques années plus tard, il va être le premier à expérimenter, à danser sur un disque de cire. Donc, et il dit c'est super pratique parce que finalement, il suffit d'avoir en tournée un électrophone. Et parfois, on rencontre des orchestres où le chef ne dirige pas au bon tempo. Et là, on est sûr de danser comme toujours. Et bon, c'est anecdotique, mais je trouve ça assez formidable que ces gens qui ont été des pionniers en leur genre et qu'on a complètement oublié. Et du coup, maintenant, la situation de votre compagnie, de la danse que vous représentez, vous devez être quand même un peu plus soulagé de moins avoir à vous bagarrer et à ce que cette danse soit acceptée et être maintenant dans les grands théâtres du monde entier. Oui, je dois toujours me battre pour ce qui est finance, mais ça c'est comme toutes les compagnies. Mais quant à l'acceptation, oui, c'est un fait qu'aujourd'hui, que mon travail est respecté et que tout va bien. Et à l'inverse, est-ce que il y a des chorégraphes très contemporains, entre guillemets, très identifiés contemporains, que vous appréciez et qui peuvent vous inspirer un petit peu? Oui, moi j'adore quelqu'un que j'ai connu quand on a commencé la compagnie à Elancourt, mais je le connaissais de loin et on s'est rapprochés au fil du temps quand on est devenu centre chorégraphique. Il s'agit de Claude Brumachon, qui a arrêté d'être à Nantes. Mais je trouve que pour moi, c'est un génie pur. C'est-à-dire que c'est très difficile d'inventer. J'adore Kylian pour ça, parce que à chaque fois que je voyais des choses vives, mais où il va chercher ça? Parce que finalement, bon, on a deux bras, deux jambes, une tête, et on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de neuf? Et quelqu'un comme Kylian, il arrive toujours à faire du neuf, et c'est formidable. Et Brumachon, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il va... bon, maintenant, on est amis, et ces gens-là, ça me fascine. Vous parlez d'inspiration, est-ce que la recherche du beau a encore un sens pour vous? Oui, bon, c'est un peu le propos, c'est le propos du spectacle de la pastorale, surtout parce que en fait, Beethoven pensait que la beauté pouvait sauver le monde. Et je crois à cette réalité-là, c'est-à-dire que... Mais ça fait aussi sens, par exemple, avec l'écologie. Si on aimait la nature pour sa beauté, on la préserverait. Et donc, pour moi, moi, je fais ce métier-là pour permettre aux gens, s'il y a une raison, d'échapper à la réalité un instant. Personnellement, je trouve que vivre, c'est presque un supplice, mais ça, c'est personnel. Et si je dois apporter quelque chose, c'est ça. Et lorsque vous êtes sur scène, vous oubliez justement cette dureté de la vie? Moi, j'oublie rien parce que je danse plus, c'est-à-dire je regarde le spectacle et j'angoisse tout le temps. Mais dans le studio, j'essaye de me connecter avec un autre monde pour essayer de déposer quelque chose et puis que ça puisse aider les gens, tout simplement. Et quand vous étiez danseur, est-ce que c'est ce que vous éprouviez? Le plaisir de danseur, c'est un plaisir très égoïste. C'est-à-dire, je pense pas forcément... Je ne vais pas dire que quand je dansais, je pensais au public, non. C'est un tel bonheur de pouvoir s'exprimer, de pouvoir en même temps s'oublier, que moi, j'ai aimé la danse pour ça. Chorégraphe, on ne peut pas s'oublier. On peut s'oublier dans l'espace du studio, quand on crée. Moi, j'essaye, je suis avec les danseurs, j'écoute la musique, j'improvise face à eux, ils me suivent, on essaye d'agencer les choses. Enfin, ça peut être un moment douloureux quand on ne trouve rien. C'est un moment béni quand la chose vous est offerte. Après, tout le rapport au métier, c'est très différent. Est-ce que certaines de vos créations sont importantes, sont importantes pour vous? Est-ce qu'elles comptent plus que d'autres? C'est toujours une question difficile. En fait, c'est toujours, je pense, la dernière, la plus importante. Et puis, et en même temps, bon, par exemple, la pastorale ici, d'un coup, moi, je vais être ému. En règle générale, je suis ému à Biarritz au premier filage, c'est-à-dire dans le studio. Quand on met tout bout à bout et qu'on a nettoyé, qu'on fait le premier filage, souvent, je me dis, mais c'est pas possible que tu aies fait ça.
Et puis, ça va faire la même chose à la première, éventuellement, ou à la générale. Et après, je ne vois que les défauts et c'est un supplice. C'est-à-dire, oui. En fait, j'ai tendance à dire que parfois, j'aimerais dire aux journalistes, c'est que ce que vous voyez, ce n'est pas ce qu'on a voulu faire, c'est seulement ce qu'on a pu faire. Soit avec les conditions financières, soit avec le temps qui était imparti, soit avec la qualité même des danseurs. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce qui me ruine dans ce métier-là, c'est sa fragilité. J'aime écrire, par exemple, et parce que si c'est mauvais, je suis le seul responsable. Parce que l'écriture, c'est une chose très solitaire et on peut y prendre du temps. Enfin, mais le ballet, c'est vraiment pas une chose solitaire. Il y a des interprètes qui ont leur propre vie. Il y a le décorateur, l'éclairagiste. Et on essaye d'être le chef d'orchestre de tout ça. Et il y a mille choses qui vous échappent. Est-ce que ça vous fait plaisir que le public soit aussi enthousiaste en voyant vos œuvres? Oui, je dirais oui, mais sans grande spontanéité. C'est-à-dire que c'est très compliqué à expliquer parce qu'à un moment, vous êtes dépossédé de la chose. Ouais, c'est comme un accouchement. Alors, il y a des mamans qui vont adorer c'est le plus beau bébé du monde. Je ne suis pas une bonne maman. On a l'impression que vos créations viennent quand même d'un besoin de quelque chose. Il y a un certain combat contre quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, un de vos combats qui peut vous inspirer, c'est l'écologie, justement, dont vous parlez? Il y a deux sortes de s'exprimer. Il y a s'exprimer par la politique. C'est pour ça que j'ai une certaine admiration, je dirais par exemple pour Maggie Marin, qui a toujours fait de sa danse un acte politique. Et ça, c'est un talent particulier. Moi, je suis un vrai citoyen, avec des opinions politiques, mais à la scène, je ne sais pas faire. Et donc, je peux seulement faire des actes poétiques, c'est-à-dire amener de la sensibilité, amener des choses qui vont émouvoir les gens. Mais je me sentirais... on a un chorégraphe associé au ballet qui s'appelle Martin Ariac, qui vient de faire un ballet à Leipzig sur Trump, avec des discours de Trump. Donc, un ballet très critique, vraiment un ballet politique. Je ne l'ai pas vu, mais pas que la première, toute la salle était debout. Bon, je ne serais pas capable de faire ça. J'ai une opinion sur Trump, mais je ne serais pas capable de le faire. Donc j'essaye d'amener autre chose. S'il y a lieu d'écologie, ça va être d'une façon discrète, mais pas offensive. Vous êtes-vous rendu compte à quel moment vous aviez trouvé votre style? À force d'en avoir marre de ce que je fais, je dirais franchement. C'est-à-dire que c'est très... En plus, il y a une chose compliquée, qui vient avec l'âge. Je viens d'avoir 60 ans et j'ai des problèmes physiques comme tous les vieux danseurs. Ça veut dire qu'en l'occurrence de l'arthrose, il n'y a rien de grave, mais sauf que ça nuit à la mobilité. Et donc, je dirais que chaque pas de danse est une douleur. Donc, par exemple, cette création-là et celle d'avant, je la fais avec l'esprit. Et c'est une super frustration parce que, en fait, je rêverais d'avoir 20 ans et d'être tout seul dans le studio et de faire une super variation classique. Mais c'est plus possible. Et donc, je dois trouver être neuf avec la tête et pas avec la folie du corps quand on peut. C'est la même chose pour les gens normaux. Par exemple, quand on boit un coup de trop et qu'on est en boîte et qu'on danse, bah, le corps il exulte et on fait n'importe quoi. Un chorégraphe, c'est un peu pareil, sauf qu'on ne boit pas. Et parfois, la musique, elle vous amène des choses que vous ne pensiez pas. Quand on commence à être un peu condamné physiquement, c'est par l'imagination. Alors, il y a des chorégraphes qui vont s'appuyer sur les danseurs en les faisant improviser. Mais quand on a un effectif comme moi de 22 et très peu de temps pour créer, je ne peux pas demander, je ne peux pas user de ce... Je dis souvent que je travaille à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est moi qui règle. Alors, je ne suis pas un dictateur. S'il y a une proposition qui est plus intéressante que la mienne, je la prends évidemment. Mais avec le temps,
Par exemple, bon, John Neumeyer, il vient de faire à 81 ans la ménagerie de verre. Je me dis, comment à 81 ans on peut trouver encore des pas nouveaux, des choses comme ça. Mais sans doute que c'est possible. Vous faites partie maintenant de l'Académie des Beaux-Arts. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bah, ça a été une histoire absolument incroyable parce que bon, un immense honneur, c'est-à-dire déjà après la reconnaissance que la danse retrouve l'Académie des Beaux-Arts, c'est une vieille histoire. C'est-à-dire que la première académie qui a été créée, c'est l'Académie française. La seconde académie, c'est l'Académie royale de danse. Et puis après la Révolution française, quand on a créé l'Académie des Beaux-Arts, on a inclus toutes les autres académies sauf la danse. Et donc, bah, je pense qu'il faut remercier Laurent Petit-Girard et les académiciens actuels d'avoir eu cette idée d'inclure la danse et de lui accorder une place. Il était temps, mais il fallait en avoir l'idée, donc évidemment c'est un grand honneur. Et ça va vous donner un peu plus de visibilité pour défendre votre Bon, danse? je ne sais pas trop. C'est-à-dire que, bon là c'est encore tout frais, donc on est trois pour l'instant. Il y a Blancali, Angelin Prége-Lecage et puis moi. Il y a un quatrième fauteuil qui va être un jour pourvu. On n'a pas encore été installé, je pense que ce sera dans un an. Moi je suis déjà allé à quelques séances, c'est à la fois très impressionnant. Les gens en même temps, c'est des célébrités dans chacun de leur domaine et c'est des gens très simples et à chaque fois je me dis c'est pas possible. La semaine dernière, j'étais assis à côté de Frédéric Mitterrand. Bon, je pense que ça doit être aussi drôle pour lui. En tout cas, c'est impressionnant pour moi, mais amusant parce que bon, ça a été mon ministre à un moment. Donc, ça crée des situations très, très amusantes. Mais les gens sont absolument charmants. Et moi, je suis un grand timide. Et donc, à chaque fois que j'y vais, je suis impressionné. Mais quand je vois la gentillesse des gens, c'est assez formidable. Après, la mission qu'on attend pour l'instant, c'est un peu une inconnue pour moi, mais... Et puis bon, j'ai pas envie... Moi, j'ai toujours milité pour la danse. Parfois, je pique des coups de gueule, tout le monde le sait. Je suis quelqu'un qui est un peu cash. Et je vais l'être davantage parce que j'arrive près de la fin. Donc à l'académie, je serai raisonnable. Enfin, je suis toujours raisonnable, mais je n'ai pas peur de dire les choses. Mais vous avez peut-être été élu pour dire les choses. Je n'en sais rien. J'étais étonné d'être élu. C'est-à-dire que, en fait, j'avais appris un an, on m'avait dit qu'il allait avoir donc ces 4 fauteuils créés, on m'avait dit qu'on pensait à moi, et je ne savais pas qu'il fallait poser sa candidature. Et j'ai posé ma candidature 2 jours avant le... J'étais bien embêté parce que ça me semblait un peu opportuniste. Enfin, si j'avais été choisi, bon, je me suis dit, bon, j'ai choisi, mais là, j'étais gêné par la démarche. Et finalement, bon, j'ai été élu et c'est ainsi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.